Je venais de le comprendre, le jardin de l'homme est peuplé de présences au pluriel. Elles ne nous veulent pas de mal, mais elles nous tiennent à l'œil. Rien de ce que nous accomplissons n'échappera à leur vigilance. Les bêtes sont des gardiens de square, l'homme y joue au cerceau en se croyant le roi. C'était une découverte, elle n'était pas désagréable, je savais désormais que je n'étais pas seule. C'est ce qu'on peut lire dans La Panthère des Neiges des Sylvain Tesson, qui a quelques années maintenant, à l'heure où la machine rivalise de plus en plus avec l'esprit humain, la nature, elle, qui semble pousser et cohabiter tranquillement avec nous, plus ou moins silencieusement d'ailleurs. Homo economicus que nous sommes, la question que nous nous posons aujourd'hui, chers auditeurs, est s'il était devenu vital tout simplement maintenant de se connecter avec la nature, peut-être avec un grand N. Eh bien, nous allons en parler avec mes trois invités dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bonjour Cyril Dion. Bonjour. Bienvenue, vous êtes écrivain, réalisateur, poète, instigateur de la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez dirigé pendant quelques années, jusqu'à 2013, le mouvement Colibri, fondé par Pierre Rabhi. Vous avez écrit de nombreux recueils poétiques. On pourra parler évidemment du petit dernier qui vient de sortir. Vous avez écrit, co-réalisé, notamment avec Mélanie Laurent, Demain, qui a eu le César en 2016 du meilleur film documentaire, suivi de Après-demain en 2018, Animal en 2021 et puis Un monde nouveau en 2022. Voilà, et puis parmi vos ouvrages, on peut mentionner votre roman Imago qui est paru aux éditions Actes Sud en 2017, ainsi qu'un petit manuel de résistance contemporaine, toujours chez le même éditeur. Et donc le dernier, Le roseau philosophe, que j'aime beaucoup. Et la couverture est absolument automnale et très belle. Et vous êtes dans ce livre, vous rendez hommage d'une certaine façon au jardin, à la nature, une anthologie de poèmes publiés donc aux éditions Presse du Châtelet, tout simplement. J'ai toujours du mal avec les éditeurs, faut le savoir, dans cette édition. Voilà, Le roseau philosophe, les plus beaux poèmes et textes sur la nature. Voilà pour ce bel hommage. Nous sommes également en compagnie d'Alice Dorjoal. Bonjour Alice. Bonjour Marie-Ange, merci. Autre hommage à la nature Ouais. que vous rendez dans cet ouvrage Escapade vers le vivant, avec de magnifiques photographies. On en a bien besoin aussi. Rencontre, adresse et expérience pour renouer avec la nature. Alors ça va faire plaisir à nos éditeurs de toute la France puisque vous traversez, en fait c'est un peu une sorte de documentaire, cet ouvrage, de la baie de Somme à la Brenne, en passant par la Provence, la Charente-Maritime, le Cher, le golfe de Saint-Malo, le Vercors, enfin voilà, vous oubliez presque personne dans cet ouvrage finalement, si quand même l'Alsace. Non, il y en a plein il y a plein de régions qui Des sont... stars oubliées. Non, pas oubliées, mais j'ai vraiment eu une approche particulière pour choisir les lieux qui sont dans ce livre. Et c'est vrai que j'avais certains critères et donc certaines régions, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Du coup, voilà. Donc effectivement, il y a quelques vides, on va dire. Les guenilles du vide. Exactement. Ça vous parle ? C'est exactement ça. Et ben voilà. Et nous sommes également en ligne enfin avec Jean-Marie Desfossés. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes conférencier, auteur, animateur de stages et d'ateliers de respiration. Peut-être, et oui, la nature nous apprend-elle quand nous passons plusieurs jours avec elle, à respirer, en tout cas être plus calme. Souvent, c'est ce qu'on dit. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biologie animale, spécialisé en physiologie. Vous vous êtes formé à de nombreuses techniques respiratoires thérapeutiques, notamment aux États-Unis. Vous avez notamment initié la coach respiration. On ne peut pas le faire loin de la nature et la respiration. Et c'est vrai que quand on pense à respiration, on pense à nature, puisqu'on sait que la nature respire, Jean-Marie. C'est vrai ça, quand on l'entend, c'est vrai, c'est une vérité. C'est un fait, et c'est à la fois un lieu qui invite à la respiration et un lieu qui est respirant lui-même. Donc c'est un beau travail d'équipe. On est complémentaires. Il y a un tout qui est réuni lorsqu'on a la chance d'être en proximité de nature pour se déployer au niveau respiratoire et déployer l'arbre respiratoire et l'arbre intérieur à l'intérieur de nous. Oui. Et dans le jardin, et dans la nature, et la verdure, il y a, en fait, pour les 5 sens, il y a de quoi se restaurer, il y a de quoi, comment peut-on dire, même parfois se guérir, Cyril Dion. Depuis des années, c'est finalement même un combat pour vous. C'est vital, de l'ordre du vital, cette reconnexion.
on est obligé de parler de reconnexion puisqu'on est déconnecté. On peut le dire ou pas aujourd'hui qu'on est déconnecté. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec d'ailleurs cette formulation. Est-ce qu'on est tant que ça déconnecté avec la nature? Oui, Quand même. quand même. Ouais, quand même. Dans la préface du livre de Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, qui s'appelle Manière d'être vivant, il cite une étude qui a été faite aux États-Unis sur des enfants de 4 à 10 ans, Ouais. qui montre que une immense majorité de ces enfants savent reconnaître des milliers de marques ou de logos en un clin d'œil, et moins de 10 plantes qui poussent à côté de chez eux. Donc oui, on peut dire qu'on est déconnecté. Je crois que si on faisait le même test en France, ça serait pas forcément Même avec des adultes. beaucoup j'ai plus envie de brillant, dire. et particulièrement avec et des adultes plutôt urbains. Ouais. En fait, on a tendance à ne plus beaucoup fréquenter à la fois les oiseaux, les arbres, Ouais. les autres vivants, en fait, les autres personnes, enfin les autres êtres qui peuplent cette planète. Et c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc, si on ne crée pas de relation avec ce monde vivant, on n'a pas envie de le protéger. Ouais. Or, aujourd'hui, il est en train de disparaître sous nos yeux. On a quand même perdu de l'ordre de 70% des populations de mammifères sauvages depuis les années 70. Mm. Les espèces s'éteignent entre 100 et 1000 fois plus rapidement que le taux normal d'extinction. Ce qui fait craindre aux scientifiques qu'on vive une nouvelle extinction de masse, c'est-à-dire que 75% de la vie sur Terre disparaissent brutalement, comme à l'époque des dinosaures. On ne parle même pas de ce qui se passe sous les mers, n'est-ce pas? Oui, Hein. sous les mers, c'est en le fait même partie. phénomène. Mm. Ouais. Constat alarmant évidemment, et en même temps solution de résurrection, Lise d'Orgeval, justement cette escapade, ces escapades qui sont faciles à pratiquer autour de chez soi. C'est un peu une invitation aussi à une escapade, c'est censé pas forcément un long voyage, une escapade. Oui, voilà. En fait, c'était vraiment l'objet de ma démarche, c'est que je voulais. Moi, j'exerce le métier de journaliste et je faisais un journalisme d'art de vivre, donc un journalisme plutôt léger en fait. Et j'étais plus tellement à l'aise avec cette démarche-là, ce propos-là. Non, l'art de vivre, c'est l'idée, c'est de faire rêver, voilà. Et donc, j'étais plus à l'aise, non pas de faire rêver, mais j'étais plus à l'aise avec la promotion d'une certaine consommation que ça m'obligeait de faire. Donc j'ai décidé vraiment très consciemment d'arrêter ce journalisme-là. Et évidemment, dans ce contexte de crise écologique, et du coup je me suis dit, il y a cette biodiversité qui va mal. Cyril Dion le dit inlassablement depuis des années. Et j'ai voulu vraiment essayer de m'intéresser à cette biodiversité. Je pensais connaître la nature, en fait, je ne la connaissais pas du tout. Ça a été vraiment un choc. Et puis, j'avais vraiment un questionnement sur pourquoi on est autant coupé. Parce que c'est pas quelque chose de volontaire, on n'y peut rien d'une certaine manière. Et donc, j'ai fait ce cheminement parce que j'avais besoin de comprendre, en fait, pourquoi on est indifférent à cette... je crois que le mot indifférence, il est important à dire. On est indifférent. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment un grand virage dans ma vie professionnelle et personnelle, évidemment. Donc, j'ai fait ce livre. Après, j'avais toujours pas compris, même si j'avais quelques idées. Mais donc, j'ai repris des études et je fais des études au Muséum d'histoire naturelle. Donc, je me plonge dedans. Et là, je me rends compte que, en fait, c'est tout des réflexions que je ne soupçonnais pas. Votre question, science, en fait. Hein. Et votre question, la question que pose l'émission, elle est intéressante parce qu'elle va vraiment toucher déjà le mot nature, le mot vital, tout ça. En fait, y a des chercheurs qui expliquent tout ça et c'est passionnant. Donc voilà, moi, ça a été ma démarche. Et je dois dire que vous parliez tout à l'heure du voyage lointain, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nature ? Moi qui passais ma vie à voyager, j'étais tout le temps dans les avions, aller hyper loin, fascinée par ce que je voyais à l'autre bout du monde, et finalement, qu'est-ce qu'elle m'a montré, cette nature ? Qu'est-ce qu'elle m'a offert, en fait, à 20 km, 50 km, 300 km de chez moi ?
et peut-être que 300 km, c'était le maximum que j'ai fait. Je ne sais même pas si j'ai fait 300 km. Eh bien, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé du lien, j'ai fait des rencontres passionnantes, j'ai vu du beau, il y a eu de la musique, les oiseaux, le bruit de la nature, il y a eu de l'altérité, il y a eu du hasard. Et en fait, tout ce que j'aimais dans mes voyages lointains, je l'ai trouvé dans cette nature. Donc, elle a des super pouvoirs, elle nous apporte un bien-être, mais voilà, après, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est quel lien on veut créer avec elle, quel lien on souhaite avoir avec elle, quelle connexion, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un débat, Cyril a cité Baptiste Morisot, c'est un débat qui est complètement philosophique. Quelle valeur on lui donne, et ça, c'est aussi essentiel de se poser cette question-là, quelle valeur. Voilà, donc je reviens de cette recherche pour ce livre avec plein de questions, voilà. Quel rapport entretiens-tu avec la nature ? Je te dirais qui tu es. C'est un peu ça, Cyril Dion, qui se passe finalement. Depuis la nuit des temps, d'ailleurs, on pourrait le dire. Hein ? Ou pas ? Ce qui se passe, c'est que c'est grâce au monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer. Et on l'oublie. C'est ce que dit justement Baptiste Morisot aussi. Il le disait dans un film que j'ai réalisé, donc, qui s'appelle Animal, que vous avez cité tout à l'heure. Il disait, c'est le monde vivant qui nous a fait. C'est pas nous qui l'avons fait. Et d'une certaine manière, on a oublié cette donnée fondamentale. Et c'est ce qu'il dit aussi dans le film, on vit dans une société qui nous a fait croire qu'on était les seules formes de vie intéressantes. Et on s'intéresse majoritairement aux humains, que ce soit dans la littérature, que ce soit quand on regarde des séries. Et on s'intéresse très très peu. Ça, c'est ce qui m'est arrivé pendant le confinement. Baptiste me disait, mais tu connais même pas les oiseaux qui vivent dans les arbres à côté de chez toi, alors que c'était voisin. C'était des arbres qui étaient dans mon jardin. Et je me suis amusé avec une application qui s'appelait Cuicuimatic à découvrir qui étaient ces oiseaux. Je savais même pas leur nom. Et à essayer de comprendre comment ils communiquaient, de regarder là aussi les pollinisateurs qui étaient dans mon jardin, de me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de vie que ce que je pouvais imaginer. Moi aussi, je me suis rendu compte, en tournant Animal, par exemple, que je connaissais rien du tout. À chaque fois qu'on rencontrait des biologistes, ils nous apprenaient des choses. Je me souviens quand on était au Kenya, on était fascinés par les girafes, les éléphants, et il nous a emmenés devant une fourmilière en nous disant, voilà, il y a des formes de vie qui sont beaucoup plus petites, auxquelles on prête beaucoup moins attention. Et en réalité, il nous disait, est-ce que vous pensez que si nous, on disparaissait les humains, les fourmis s'en rendraient compte ? Alors on lui disait, non, peut-être pas. Et il nous disait, effectivement, en revanche, si les fourmis disparaissaient, tout ce paysage que vous voyez là n'existerait pas. Parce que ce sont les fourmis qui vont collecter toutes les graines, tous les déchets végétaux pour à la fois les séparer et les disséminer dans le paysage. Donc c'est grâce aux fourmis que tous ces végétaux peuvent se disséminer, et à tout un tas d'autres animaux. Et donc c'est grâce à elles que la végétation va pousser, ce qui va nourrir les herbivores, le fait que les herbivores puissent vivre va nourrir les carnivores, et ainsi de suite. Et ça, on n'en a absolument pas le début d'une idée quand on vit simplement dans un monde complètement artificialisé en permanence. Et en plus déconnecté avec nous-mêmes, c'est-à-dire que notre propre respiration, là j'en viens à votre spécialité, cher Jean-Marie Defossé, mais si vous existez, si votre business fonctionne, on peut le dire comme ça, c'est qu'il y a une demande, et c'est qu'il y a surtout une... On en parle de ça d'ailleurs régulièrement, même dans cette émission, mais de cette difficulté à être unifiés nous-mêmes et à être surtout connectés avec ces 5 sens, la base. Et pourtant, 3 petits points, c'est si difficile. Donc, comme vous dites, ce côté artificiel de notre environnement actuel, notre société actuelle, etc., n'aide pas. N'est-ce pas, Jean-Marie ? Je vous laisse méditer. Oui. La constatation. Il y a plein de choses qui ont été très intéressantes qui ont été dites. Il y a le mot connexion et le mot valeur. Et ce qui est important, c'est que de fait, il y a une connexion qui peut être coupée parce que les lieux où l'on vit sont dénaturalisés dans le sens où la nature n'a pas sa place. On remplace de la végétation par du goudron, on construit des villes à la place d'étendues vivantes, mais le fait que cette connexion physique soit coupée ne fait pas que le besoin de nature soit enlevé. Ça, c'est quelque chose qui est très important,
Parce que oui, il y a des connexions, mais le besoin reste là. Et donc, il crée un manque. Et quel est ce besoin? Moi, mon travail, c'est pas juste amener des gens, les faire respirer. Ça se met dans un cadre global de répondre aux besoins fondamentaux du corps humain pour que chaque être vivant puisse se déployer au mieux de ce qu'il est. Et le besoin de nature, c'est un besoin physiologique. Il n'y a pas si longtemps, il y a une revue Cerveau et Psycho qui avait titré tout un exemplaire, enfin une publication sur la nature qui fait du bien au cerveau. En fait, la nature n'est pas juste une sorte de mode plus ou moins branchée, qui ferait du bien en plus par rapport comme pourrait le faire, je sais pas, de la thalasso ou l'exercice physique que j'allais faire dans une salle. Et pas comme ça que ça marche. Et les études de neurosciences faites par des neurobiologistes vont toutes dans le même sens. En fait, le corps humain, l'être humain a un besoin fondamental de contact avec la nature. Et si ce besoin n'est pas rempli, il entre en souffrance. Et cette souffrance explique que des personnes qui sont coupées de l'environnement naturel vont avoir, là où il y a un consensus très net, c'est par exemple pour l'architecture du cerveau qui est modifiée et pas dans le sens d'une amélioration des capacités, et au niveau de l'anxiété et de la dépression. Il y a un effet tout à fait reconnu fait par les experts qui font des publications internationales, du contact avec la nature sur le bien-être psychologique, psychique des individus. Et c'est important de comprendre que c'est pas une mode, vous voyez, c'est pas un business, c'est même pas de cet ordre-là. On a besoin de boire, on a besoin de manger, et l'être humain pour se sentir bien et pouvoir s'épanouir au mieux du mieux a besoin d'un contact avec la nature. Et donc ça met sa valeur très très haute. Eh bien, je vous propose justement d'entendre à l'instant, merci infiniment Jean-Marie, je bois vos paroles, évidemment. Nous retrouvons dans quelques instants juste le temps d'entendre cette petite badinerie signée Jean-Sébastien Bach, suite numéro 2, s'il vous plaît. Et à tout de suite. Et merci à Cyprien Katzaris pour l'interprétation de cette badinerie signée Jean-Sébastien Bach sur Radio Notre-Dame. RCF de retour à l'heure où nous parlons de la nature. Et ça fait du bien d'en parler. Aujourd'hui, où il fait beau, d'ailleurs, en tout cas en région parisienne, je ne sais pas vous, ailleurs, mais ici il fait beau. Et s'il était devenu de plus en plus vital de se connecter avec cette nature, et ce matin, je me suis d'ailleurs réveillée en entendant, j'habite en banlieue parisienne, le chant des oiseaux, et c'est vrai que parfois, malheureusement, vous parliez des oiseaux, c'est difficile non seulement les identifier, cher Cyril Dion, mais de les entendre avec les bruits ambiants. J'habite dans une petite ville, une ville moyenne, mais assez calme, en tout cas le matin, ça serait chaud après. Mais en revanche, à Paris, sauf au confinement, c'est quand même difficile parfois d'identifier tellement le bruit ambiant. On a normalisé ce bruit, nous empêche d'utiliser nos oreilles pour entendre déjà ces oiseaux, en prendre conscience. Mais c'est effectivement ce qu'on a redécouvert pendant le confinement, c'est que les oiseaux chantaient le matin, le soir, parfois même dans la journée. Ouais. Et cette quantité de bruit à laquelle on est soumis tous les jours est aussi un facteur d'agression, de stress, de fatigue considérable qu'on peut guérir en allant marcher dans la forêt, en allant marcher dans la montagne, en allant marcher au bord de la mer et en étant à nouveau... Là, il y a des applis maintenant qui existent. À l'époque, c'était des CD. Je me souviens, Nature et Découverte faisait des CD avec des bruits de forêt, des bruits d'oiseaux, des bruits de vagues pour s'endormir. Et on se dit, waouh, ok. Donc, on en est réduit à devoir écouter des enregistrements de bruits de la nature plutôt que de la fréquenter. C'est quand même... Alors, une bonne, j'ai l'impression, notre ami. Je ne sais pas si vous avez vu, à Las Vegas, ils ont construit une sphère qui serait le plus grand écran. En fait, c'est une sphère monumentale dans laquelle on rentre pour voir des spectacles. Une sorte de géode. Un truc énorme et avec en fait une qualité d'image incroyable. Et en fait, je suis tombée sur cette scène absolument hallucinante où on voit une foule de gens hystériques en train de regarder un lever de soleil sur le désert qui est donc à 10 km de là où ils sont. Donc en fait, donc ça souligne ce besoin, ça souligne surtout le niveau de dinguerie à laquel on était. Et le degré Oui, c'est hallucinant. Le degré de sophistication du capitalisme qui a quand même réussi à vendre des expériences gratuites. Voilà.
c'est quand même ça. Voilà. Parce que c'est le même principe Et que de pourquoi les breveter des gens graines vont voir ça ou que de vendre de l'oxygène. Mais parce qu'ils... Alors, Les gens Mais parce voient qu'ils en ont ça. besoin Voilà, et ils en ont... que, d'une certaine manière, là encore, le capitalisme nous a permis d'intérioriser le fait que on pouvait vivre dans un environnement hyper artificialisé. Ok, vous avez besoin de nature, pas de problème, on va vous faire des films de nature, des écrans de nature, des expériences de nature dans des géodes, Des expériences. plutôt que de dire, bah, en fait, je sais pas, marchez, prenez un train, allez à 10 Mais- km de chez mais vous, et ouais. puis C'est- faites un ça- truc gratos, quoi. C'est la C'est dingue. transformation de nos modes de vie. Il y a une étude en 2007 de Robert Pyle qui Ouais. il parle d'extinction d'expériences de nature Mm. et qui dit Exactement, qu'en ouais. fait, la transformation de nos modes de vie a une conséquence sur la place que la nature occupe et l'expérience qu'on en fait. Donc, et il y en a une deuxième qui est intéressante, qui est en 2020, Peter Kahn, Robert, je sais plus, bref, et qui parle de amnésie environnementale générationnelle. En fait, la norme que chacun d'entre nous porte à la nature, c'est la référence qu'on a dans notre enfance. C'est la nature qu'on a rencontrée dans notre enfance. Et cette donc. norme-là se dégrade. Par exemple, ma fille, Ouais. elle... pour elle, la norme, c'est, elle est toute jeune, c'est les canicules, alors que pour moi, les canicules, c'est de la crise écologique. Donc en fait, voilà, donc c'est ce point de référence. Et ces deux, donc l'extinction d'expériences de nature et cette amnésie, créent une spirale qui fait que la nature s'éloigne de plus en plus de nous. Et ça, c'est un projet de société de la remettre. Je veux dire, c'est pas les gens qui vont à Las Vegas voir le lever de soleil dans la sphère qui sont responsables. C'est un vrai projet de société. Et je parlais tout à l'heure de valeur. La valeur qu'on donne à cette nature, pour l'instant, elle n'est qu'utilitaire, en fait. Elle est instrumentale. Et quand on dit « Ah, c'est formidable le bien-être qu'elle nous donne », on est encore... dans une valeur On n'est instrumentale. pas encore dans l'émerveillement. Non, alors, c'est-à-dire que ce n'est pas l'émerveillement, c'est le relationnel. C'est vraiment la valeur relationnelle, c'est-à-dire qu'on va prêter attention aux liens qu'on a avec la nature, ce qui va permettre d'articuler ce lien avec des notions qui sont tout à fait essentielles, qui sont la justice, la réciprocité et tout un tas de choses. Mais ça, c'est un vrai projet de société. Je veux dire, l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a établi un schéma d'action et de réflexion qui amène à des changements transformateurs. Et au départ de ces actions et de ces réflexions, il y a vraiment la notion de valeurs qui vont influencer nos comportements. Et donc, choisir cette valeur, la valeur qu'on porte à la nature, c'est tout à fait indispensable. Et c'est même évangélique, nous sommes sur Radio Notre-Dame, je vous le rappelle, et sur RCF, les amis. Et il est bon de rappeler qu'effectivement, nous sommes invités en plus régulièrement par le pape François, notre pape qui tient à ce lien de gratuité. C'est-à-dire que c'est l'esprit de... C'est bien parce que, ce que vous dites, en fait, la valeur instrumentale, elle permet aussi, elle n'est pas complètement inutile parce qu'elle permet de parler du prix et du coût de la nature. Aujourd'hui, on ne paye pas la nature pour l'eau qu'elle nous donne, c'est gratuit. D'accord. Mais ça fait réfléchir, par exemple, les institutions. Et il y a ce fameux exemple de la ville de New York qui devait bâtir une usine de filtration pour avoir de l'eau potable. Et ça coûte des milliards. Eh bien, ils ont préféré entretenir, assainir les bassins versants plutôt que de construire cette usine pour une question de coût, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on commençait à réfléchir au prix de tous ces services que la nature nous donne, un sol vivant, de l'oxygène, la captation du carbone, en fait, on arriverait à des milliards et des milliards d'euros. Et peut-être que c'est... vous voyez, New York avait le choix entre la technologie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire toujours plus de technologie, cette histoire d'hystérie, de technosolutionnisme, qui en fait ne fait pas vraiment bien réfléchir, ou bien
réfléchir à une autre valeur, un lien fondé sur une solution que nous apporte la nature, qui est l'assainissement des bassins versants. Voilà. Et donc, on est vraiment là entre, je pense, à un carrefour où on a les deux solutions. C'est-à-dire, soit mettre encore plus de techniques. Soit on délire encore plus, voilà, soit on se calme voilà, un peu et on retrouve la simplicité, justement. Considérer la nature effectivement pour ce qu'elle est. Et ce qui nous permettrait peut-être de réfléchir un peu autrement. Quoi, voilà. Ouais. Et retrouver le bon sens, c'est souvent quelque chose que l'on dit s'être perdu, être en voie de disparition. N'est-ce pas, Jean-Marie Defossé? Ça aussi, ça fait partie des choses vitales à retrouver d'urgence, n'est-ce pas? C'est vrai que ça me fait penser à ça, ce que vous racontez depuis tout à l'heure, Alice d'Orgeval. Retrouver la simplicité, donc pas toujours se compliquer les choses, s'inquiéter pour tout et rien, le stress de ne plus rien contrôler, etc. La nature nous apprend, ou censée nous apprendre en tout cas tout ça, si on s'y intéresse un peu plus, n'est-ce pas? Ça fait partie de l'enjeu. Oui, c'est vrai que ça ouvre un champ de connaissances qui est autre que le savoir intellectuel. Bon, je suis biologiste et j'adore faire de la botanique, de l'ornithologie. C'est une façon de connaître la nature, mais qui est un petit peu... une façon très, très intellectuelle de l'aborder. Il y a pour moi la nature, la forêt, c'est un espace où il y a une restauration du champ c'est pas du je sais, du savoir, mais du je sens, tout le sensitif, et on entre dans un savoir personnel, intérieur, assez particulier. On a des expériences, on peut très bien admirer une fleur sans connaître absolument le nom ou un chant d'oiseau. Et je me méfie, j'ai eu cette période où j'apprenais des centaines de noms latins. Je vois des gens qui se baladent et puis ils disent qu'est-ce que c'est que cette fleur, on donne un nom, c'est le nom donné par un humain dans une langue particulière, et ça y est, c'est fini, ils ne regardent plus la fleur, ils s'en vont alors qu'ils n'ont pas rencontré la fleur, ils ont possédé son nom. Et pour la suite... par rapport au lien qui a été évoqué, c'est vraiment le point fondamental, notamment parce que pour moi, les ambassadeurs de la nature, c'est les arbres qui sont des structures, des êtres vivants très ramifiés et qui créent du lien entre plein de choses, du vivant dans le réel et dans le symbolique. Mais il y a une raison pour laquelle il peut être intéressant de s'intéresser à la nature, c'est que quand la nature va mal, les hommes vont mal. Parce que ce lien, il fonctionne aussi, on est dépendant de la nature, mais d'un point de vue vraiment, si vous permettez à des gens de contempler des spectacles de nature désolée, ils vont se sentir moins bien que s'ils sont dans une nature qui est éblouissante de vie. Et chaque fois qu'on prend soin de la nature, en fait, on prend soin de nos sociétés, de nos individus. Et je sais qu'il y a des tendances philosophiques qui disent que on peut juger le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle prend soin de ses membres les plus fragiles. Ouais. Mais la société des humains, ce n'est pas quelque chose hors sol qui pousse de rien. Ouais. Elle fait partie, notre en fait. Société, voilà, la nature en fait intégralement partie. Et quelle est la capacité que nous avons de prendre soin de toutes ces formes de vie qui sont en fait dépendantes de notre capacité de créer, c'est vrai, mais aussi de détruire. Et donc, être capable de prendre soin, de gérer, de vivre de façon harmonieuse et respectueuse avec ce qui nous entoure, quelle que soit la forme du vivant, c'est un challenge pour les humains. Est-ce qu'on deviendra assez grand pour arrêter d'être des enfants gâtés? Et c'est à la fois palpitant et ça demande tous les engagements possibles. Et bravo aux autres invités de prendre part à ça. Eh bien, je ne peux que citer, vous vous en doutiez quand même un peu, Cyril Dion, mais c'est vrai que c'est quand même... le cœur, d'ailleurs, il est au cœur de votre ouvrage, cette fameuse phrase de Blaise Pascal que nous apprenons tous quand nous passions notre bac, enfin jadis quand nous passions notre bac de philosophie, n'est-ce pas? L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Ça nous rend, évidemment, ces pensées de Blaise Pascal, il est toujours bon d'y revenir, tant il est vrai que, rien n'a changé depuis. Nous sommes toujours un peu tiraillés entre... nous sommes la seule espèce quand même à vouloir
contrôler le reste de la nature. Ça, c'est ce qu'on disait un peu au début. Et c'est quand même terrible parce que on a l'impression depuis en fait, que l'homme existe, il est quand même plus tenté de profiter toujours de cette nature, dans tous les sens du terme, plutôt que de cohabiter simplement avec elle. Alors là, on touche à des dimensions philosophiques, métaphysiques, anthropologiques, etc., etc. Mais c'est vrai, non? Mais en fait, on est une des seules espèces qui, pour partie, a cru qu'elle pouvait se dissocier du reste du monde vivant. C'est surtout ça. Et le terme même de nature est problématique en lui-même. C'est-à-dire que c'est un concept occidental, la nature. Il y a plein d'endroits dans le monde, c'est la découverte ou la redécouverte de Philippe Descola dans les années 70 quand il a écrit Par-delà nature et culture. Il a passé 3 ans avec les Indiens Achuar en Amazonie et il s'est rendu compte qu'en fait, dans leur langue, le concept même de nature n'existait pas. Parce que pour eux, il n'y a pas de séparation, il y a une continuité entre les humains et les non-humains. Et pour nous, la nature, c'est tout ce qui n'est pas les humains. Il y a les humains, C'est vrai. la culture, et de l'autre côté, tout le reste qui est la nature ou l'environnement, comme si c'était une espèce de décor. Et justement, la tentative de philosophes comme Baptiste Morisot, en employant le terme de vivant, c'est de recréer cette continuité. C'est de dire le vivant, c'est nous, mais c'est aussi bien tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qu'on est. Parce que quand on parle de nature, on a aussi tendance à oublier le fait que nous sommes la nature. Nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de bactéries. Nous sommes, enfin, je veux dire, quand on parle de la nature, on parle de nous, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur. Donc, ce terme de vivant est déjà le moyen de se dire qu'on passe d'une représentation du monde qui est un peu l'héritage d'une mauvaise interprétation de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le pape François y est revenu dans Laudato Si en disant toutes les interprétations qui ont été faites par un certain nombre d'exégèses des premiers termes de la Genèse qui disent que voilà, la nature est là pour que l'homme puisse la dominer et en profiter sont des mauvaises interprétations. Ce qu'on a vu aussi au moment des Lumières, quand Descartes disait l'homme doit être comme maître et possesseur de la nature, on a besoin de passer de cette vision-là à l'idée qu'on est des vivants parmi les vivants. Ouais. Tout comme on a besoin, à mon avis, d'arrêter de dire l'homme pour dire les humains, en fait. Parce que dire l'homme, c'est déjà invisibiliser toute une moitié de l'humanité en disant l'homme. Les mots ne sont pas anodins. Donc, de dire humains, le vivant on disait, plutôt. oui, les autres membres Les humains, de la nature, c'est les hommes et les femmes, et puis éventuellement même Ouais. les non-binaires. Écoutez, voilà qui est dit. Nous allons nous séparer à nouveau quelques instants, si vous permettez, cette fois en compagnie de Jean-Louis Aubert. Hommage à l'univers avec un grand U. À tout de suite. À cet univers, eh bien, mieux vaut s'en rapprocher que de s'en éloigner encore davantage. Et s'il était devenu de plus en plus vital de se connecter, en tout cas, non seulement avec l'univers, mais avec la nature. Et oui, la nature dont nous parlons aujourd'hui avec Cyril Dion, grand poète, en tout cas, qui rassemble dans ce petit ouvrage, le Rousseau philosophe, de très très beaux poèmes. C'est vrai que ça peut être aussi, on l'a pas dit encore, mais ça peut être une bonne entrée en matière pour se reconnecter avec la nature. Exactement, oui. Si on considère qu'il y a une forme de lien sensible qui a été rompu, l'art et la poésie sont vraiment un moyen de commencer à le reconstituer. Ouais. Et c'est vrai que quand on est bouleversé par un poème, on peut avoir envie d'aller faire une expérience directe de la relation avec le monde vivant. Ça vous est arrivé, vous, ou pas, au départ? D'être bouleversé par des poèmes? Non, mais tout au plein de début. fois. Non, mais ça a commencé comme ça. Non, est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? Vous avez été vous-même bouleversé par la nature par le biais de la littérature? Moi, ouais, je sais pas. En tout cas, je me suis reconnu. Je me souviens notamment de phrases de Jim Harrison, qui est un romancier américain qui est décédé il y a quelques années, mais qui disait que quand il allait marcher dans la forêt, il avait l'impression que les arbres absorbaient son angoisse. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pratiqué pendant des années et des années. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va pas, je vais marcher 2 heures dans la forêt et après, ça va mieux. Ouais. Donc, effectivement, maintenant, il y a des études qui montrent que ça fait baisser le stress, que ça a un effet physiologique. Ouais. Mais Il y en a même qui font des câlins aux arbres, enfin bref. Ouais, ça m'est arrivé un certain nombre de fois de faire du tree hugging. De prendre des arbres dans mes bras et d'essayer de ressentir ce qui se passe. C'est de ressentir un autre vivant, finalement. Absolument. Et je sais que la poésie, en tout cas particulièrement les haïkus,
Donc, qui sont ces petits poèmes japonais de 3 vers qui sont un moyen d'essayer de traduire un sentiment d'éveil, de satori, comme disent les Japonais, et qui, la plupart du temps, utilisent des images de nature. Ouais. M'ont beaucoup accompagné. Et donc, j'ai beaucoup écrit de haïku dans la nature et j'ai beaucoup lu de haïku qui m'ont donné envie d'aller faire des expériences de nature. Ouais. Et vous aussi ou pas finalement, j'allais Charlotte Dorgeval. Alice Dorgeval, est-ce que ça vous est arrivé aussi d'être bouleversée, alors là pour le coup par de la littérature, des poèmes ou des textes assez souvent la poésie est assez percutante c'est vrai sur la nature, sur la Oui, alors, beauté je ne peux invisible. pas du coup m'empêcher de parler du livre que je lis actuellement, qui est un livre de Nastasia Martin qui s'appelle Croire aux fauves et Super livre. Ouais. et qui parle bien justement de ce lien qu'on a perdu. J'en suis qu'au début, donc je peux simplement vous expliquer qu'elle elle est ethnologue et elle parcourt, elle va dans les forêts Sibérie, très loin comme ça, vivre au milieu des peuples et des bêtes sauvages. Et en fait, elle s'est fait attaquer par un ours, elle s'est fait croquer une partie de la tête par un ours. Et en fait, elle raconte cette expérience, non pas comme une agression, quoi, donc comme une rencontre. Enfin, c'est très particulier parce que justement, bon, alors évidemment, il y a de l'émotion, mais c'est pas forcément l'émotion dont parlait tout à l'heure Cyril. C'est-à-dire, il y a vraiment elle raconte l'horreur, en fait, mais c'est très particulier ce lien à la nature qui j'ai même du mal à l'exprimer. C'est un livre incroyable à lire, il faut le lire. Voilà, Croire aux fauves de Nastasia Martin. Ouais. Donc voilà. Donc moi, c'est ça que je recherche toujours dans cette même idée d'essayer de trouver une autre relation, un autre rapport à ce qu'on appelle nous la nature. Vous savez, c'est Élisée Reclus, un géographe, qui disait l'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même. Donc voilà. Donc quand on aura compris qu'on en fait vraiment partie et qu'il faut arrêter déjà d'utiliser ce mot, on aura déjà fait un grand pas. Mais bon, voilà, c'est un vrai projet de société, hein, et ça. Il faudrait que nos politiques quand même en prennent conscience de ça et qu'ils en parlent et qu'ils s'emparent de ces sujets qui sont complètement absents. Faut-il que ça du les débat. intéresse? Faut-il que ça les oui, comme vous disiez, C'est un manque de curiosité. Parce que c'est le court terme en permanence qui les intéresse, alors que là, on est dans un projet à long terme. Et puis la nature, en fait, elle s'en fiche de nous. Elle disparaîtra bien. Enfin, on disparaîtra bien avant elle. Donc, bon, voilà. Et puis regardons peut-être aussi plus haut que notre smartphone, pour commencer, pour voir à quel point déjà le matin, le ciel est beau et changeant. Les arbres, les feuilles qui bougent, etc. Il paraît que maintenant, on ne fait plus ça, à tel point qu'on devient myope, etc. Vous savez, ça laisse cette récente étude. Enfin bon, bref, il y en a plein d'études. C'est la question de retrouver en fait l'observation, la faculté d'observation. La faculté d'observer. C'est toujours c'est toujours notre rapport au temps qui nous oppresse, et donc s'arrêter et se remettre à regarder et à simplement observer, et à partir de là, il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais déjà observer. Regardez les phoques, par exemple. Et moi c'est ce que j'ai fait en fait pendant 6 mois. J'ai appris à regarder. J'étais avec des naturalistes, ces gens vraiment à qui l'on doit tout. C'est des gens qui sont au chevet de la biodiversité, donc qu'on méprise entièrement, on ne sait même pas qu'ils existent. C'est des naturalistes qui eux, sont sur le terrain en permanence, qui regardent la biodiversité, qui s'en occupent. J'ai côtoyé ces gens, et ces gens m'ont appris à regarder, en fait, ce que je savais pas faire. Quelle a été votre escapade préférée? Il y en a pas. La Bête Somme, par hasard? Il n'y en a pas. C'est vrai? Non, vraiment. En fait, c'était à chaque fois des rencontres. Non, je ne dis pas ça... j'ai tout adoré, voilà. Donc non, il n'y en a pas. Bon, après, il y en a qui sont plus spectaculaires que d'autres. C'est sûr que j'ai marché dans le Vercors, sur les traces du loup. Évidemment, on ne le voit pas, mais on apprend plein de choses sur lui, même en ne le voyant pas. Et
Le Vercors, il est magnifique. J'avoue que les photos sont dingues. Hein. Voilà. C'est magnifique, hein. Donc, mais il y en avait plein. C'était surtout en fait, ces rencontres avec ces naturalistes. J'ai rencontré vraiment des gens. Il y a un pépiniériste, philosophe qui s'appelle Xavier Boutonnier. Il y a l'apiculteur qui m'a marqué aussi. L'apicultrice, elle est chamane, elle a un lien aux abeilles qui est complètement fascinant. Et moi qui ai peur des hyménoptères, c'est-à-dire moi j'ai peur de tout ce qui est abeilles, guêpes. Et là, voilà, en m'expliquant en fait simplement à être moi-même et à ressentir peut-être de l'amour pour ces petites bêtes. Quand on sait tout le travail qu'elles fournissent en plus. Oui, mais non, mais justement. Non, du travail. Utilitariste, non. Voilà. Et en étant simplement, évidemment, en fait, dans l'instant présent, voilà, j'ai réussi à vraiment passer Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est des gens, alors là, pour le coup, qui vous déconnectent. Donc, il faut aller les voir, il faut aller les écouter. Ils sont extraordinaires, ce sont des héros pour moi. Et puis, j'aime bien ce que disait tout à l'heure, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, tout à fait, justement, les Archeval. Quand Jean-Marie Defossé, vous disiez, vous savez, que c'est bien de connaître, de connaître les noms en latin et tout ça, de toutes les fleurs, de toutes les plantes qui nous entourent. Mais si on s'arrête là, voilà, what else? Tiens, donc c'est vrai que... moi, j'ai jamais caressé une abeille de ma vie. C'est l'émotion qui nous manque à chaque fois. C'est l'émotion qui nous manque. Voilà, c'est l'émotion. On se déconnecte encore une fois. Toujours à cette idée, de poésie et c'est l'émotion. Il n'y a rien de plus incarné que la poésie, pour le coup, naturelle. Enfin, en tout cas, qui parle de la poésie naturelle, si je puis dire. Enfin bon, qui parle de vrais sentiments, de vraies émotions, qui parle des sens en fait. C'est ça la poésie finalement, Cyril Dion. Ouais, c'est plein de choses la poésie, mais c'est notamment ça. Effectivement une relation sensible aux choses, bien sûr. Et c'est vrai que l'art peut nous permettre de descendre en nous-mêmes à des endroits où on va rentrer en relation avec ce qui nous entoure de façon justement non utilitariste et pas simplement intellectuelle. Pour autant, je pense qu'il y a aussi une dimension de sens qu'on a besoin de conférer. C'est ce que Alice disait tout à l'heure dans le fait que quand on va marcher dans la nature, pour le moment, on va marcher dans une forêt, on va marcher sur un sentier. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du décor et quelque chose qui est de l'ordre de la consommation, un peu. Alors qu'il y a tout un tas de peuples qui ont une lecture des paysages qui sont tout à fait différentes. Par exemple, justement, des Indiens en Amazonie. Pour eux, voir tel oiseau à tel endroit, voir tel arbre à tel autre, ça raconte quelque chose. Ça leur permet de comprendre quelque chose qui va leur permettre ensuite de se nourrir, qui va leur permettre de se chauffer, qui va leur permettre de déterminer le temps qu'il va faire. Pour nous, ça n'a plus aucun sens. Et c'est ça aussi le problème. C'est que la lecture qu'on a du paysage est purement décorative. C'est la question de l'interaction, en fait, qui n'existe pas dans notre relation à cette nature. L'interaction, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Et ce qui est triste, c'est que il y a ces espèces qui s'éteignent, mais il y a aussi ces interactions, ces façons de vivre, en fait, qui sont en train de disparaître. Et ces interactions, on n'en parle jamais, par exemple. Voilà. Non, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, effectivement. C'est vraiment dommage parce qu'on a tout à y gagner, Jean-Marie Defossé, à les revivre, à les retrouver, ces interactions, comme nos amis, notamment les Indiens d'Amazonie, etc. C'est vrai, quand on voit des reportages, rien que des reportages déjà, ça nous fascine. Et c'est, mais où les Pygmées les Pygmées, etc., toutes ces tribus qui existent encore, et heureusement, et qui prouvent qu'effectivement, si on le voulait, on pourrait interagir davantage. Et être plus heureux, pour l'interrogation, certainement que oui. En tout cas, accepter les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est sûr que oui, j'imagine, Jean-Marie Defossé. N'est-ce pas? Vous êtes toujours avec nous? Jean-Marie Defossé, une fois, 2 fois. Bon, peut-être allons-nous vous retrouver dans quelques instants. Mais c'est vrai que la quête du sens, on n'en a pas encore parlé, mais c'est effectivement peut-être des... Comment peut-on dire? Des recherches cachées, invisibles, quand on se reconnecte, quand on a envie de retrouver un petit peu peut-être cette nature. une piste. Il y a plein d'artistes contemporains. Il y a la poésie, les films, mais aujourd'hui, les plasticiens, le vivant est un vrai sujet. C'est une vraie matière pour les artistes contemporains comme Fabrice Hibert. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a presque une ruée, un mouvement de tout.
ces artistes. Vous savez, on a beaucoup parlé, par exemple, Freud, c'est vraiment s'intéresser à l'inconscient. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'artistes qui s'intéressent à la vie autour d'eux. Et ça, je pense que ça fera date, en fait, tout ce mouvement d'artistes contemporains qui œuvrent avec simplement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce sens de la nature. Et ça, on les trouve aujourd'hui dans les musées. Enfin voilà, il y a vraiment... ça, pour le coup, quand on vit en ville, il y a des moyens, en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que l'art pour sortir de nos représentations. Hein. Il n'y a pas mieux que les artistes pour nous parler d'autre chose. Et la nature, le premier des arts, alors on pourrait dire. Vous avez entendu la question tout à l'heure, Jean-Marie Defossé ? Oui, sur la quête du sens. Je suis heureux que vous m'entendiez à nouveau. J'étais pourtant là. Écoutez, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a tout ça, cette relation avec la nature, il me semble aussi qu'elle est concrète à chaque instant de notre vie, au moment où nous passons à table. Parce qu'on a parlé d'une nature qui est très, des paysages, des forêts, des lieux d'évasion et de rencontres, mais il y a une rencontre qui est un peu imposée au moment où on va manger. Forcément, vous mangez forcément quelque chose qui a vécu, des végétaux, des animaux, et ce rapport à la nature et ce besoin de la nature, il définit aussi la condition qu'on va accorder à tout au bien-être animal. Et il y a aussi là, je pense, quelque chose qui pourrait être ouvert. Alors ça, c'est une grande discussion. Je ne dis pas que ça doit forcément tomber à du véganisme, c'est pas forcément ça. Au moins qu'il y ait une réflexion sur la manière dont nous produisons ce que nous mangeons chaque jour, et qui est l'incarnation du lien avec une des incarnations du lien avec notre nature, parce qu'on est dans un flux d'aliments, de nutriments qui nous met comme membres du grand cycle de vie et de mort de la nature. Mais c'est quelque chose de très fort qui a perdu toute sacralisation aujourd'hui et qui pourtant est un geste d'une importance énorme. On a pris la vie, quelque chose qui nous la donne pour la suite. Eh bien, c'est une magnifique conclusion et j'ai envie de surabonder dans ce sens en vous citant, en ne vous citant pas, cher Cyril Dion, mais en citant Jean Lahore dans L'Illusion, dans votre livre, dans votre hommage au poète finalement. Le sage aime la paix et la douceur des plantes, leur regard féminin et leur sérénité, et le sage aime aussi les bêtes nonchalantes qui dorment près de lui dans l'immobilité. Jean Lahore, L'Illusion, extrait bien évidemment. La suite dans cet ouvrage, aux éditions que je vais tomber par terre, aux éditions Prézy-Châtelet. Merci infiniment les amis. Je rappelle exactement de la même façon le vôtre, Escapade Alice d'Orgeval vers le vivant, rencontre, adresse, expérience pour renouer avec la nature chez Voyage Gallimard. Et enfin, Jean-Marie Defossé, merci également à vous. Merci les amis pour ce bel hommage à la nature humaine, à la nature sauvage, bref, à nous et les autres dans cet univers de brut, mais pas seulement. Merci les uns les autres. Merci.